vous êtes journaliste indépendant et fin connaisseur de l'Afrique. Merci d'être avec nous ce soir. Le vote s'est finalement tenu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce un pari réussi pour le président Alassane Ouattara ? Si l'on s'en tient à ce qu'était la prophétie de l'opposition, il n'y aura pas de vote le 31 octobre, on peut considérer que oui. Alors, vous avez d'un côté une commission électorale qui vous dit qu'il y a à peine une quarantaine de bureaux dans lesquels les opérations électorales auraient été entravées, ce qui est évidemment une estimation ridiculement basse. Et vous avez de l'autre côté des gens qui vous expliquent qu'à l'est et à l'ouest du pays, 90% des lieux de vote ont été neutralisés, excessif également. Ce qui est vrai, c'est que le taux de participation, effectivement, critère majeur. Il faut se souvenir, par exemple, qu'en 2010, on avait eu plus de 83% de participation officielle, bon, dans un moment extrêmement polarisé, avec une pluralité de candidatures, certes. Et en 2015, sur un format un peu différent, puisque de cette manière, Henri Konan Bédié s'était retiré au profit d'Alassane Ouattara, on était à 52,8%. Très franchement, je serais sidéré d'apprendre que le taux de participation réel est aujourd'hui, disons, supérieur à 55 ou 60%. Vous avez une plateforme de la société civile, il y en a eu plusieurs d'ailleurs qui ont déployé des observateurs, dont une qui s'appelle Indigo, qui a déployé 1000 observateurs et qui estimait que, par exemple, à midi, il y avait 21% des bureaux qui n'étaient pas encore ouverts. L'ont-ils été après? Pas sûr. Donc, très clairement, si l'on considère que l'impératif catégorique pour le sortant Alassane Ouattara était que ces élections aient lieu, oui. Maintenant, à quel prix? Et quelle serait la légitimité d'un sortant dont on sait très bien que la candidature est éminemment controversée et qui, en plus, devrait d'une certaine manière son élection par défaut à une forme de boycott? Et au passage, un petit mot juste sur la stratégie de l'opposition, que pour ma part, je trouve à peu près indéchiffrable. Alors justement, cette stratégie de l'opposition, cet appel au mot d'ordre de désobéissance civile et de boycott, que signifie-t-il aujourd'hui ? Eh bien, moi, je suis assez perplexe parce que, bon, vous vous souvenez au départ, 44 dossiers de candidature. On en retient 4 qui sont validés par les instances réputées compétentes. Bon, là-dessus, vous avez 2 candidats, Henri Konan Bédié et Pascal Afine-Guessant, qui nous parlent de boycott actif et de désobéissance civile, sans nécessairement préciser la teneur de ces concepts. Et vous avez un 3e candidat, on vient de le rappeler à l'instant, on l'a vu tomber du ciel pour aller voter dans son fief de Katiola, qui lui joue le jeu en quelque sorte. Bon, donc déjà c'est très compliqué. Et puis en plus, quand vous voulez saper la légitimité d'un sortant, non seulement vous prenez le boycott, mais vous retirez votre candidature pour qu'il soit seul dans l'arène. Or là, on prône la désobéissance et le boycott, mais on ne retire pas formellement la candidature. Justement, on va revenir sur ce sujet, mais avant, je vous propose d'écouter Pascal Afine-Guessant. L'opposant s'exprimait tout à l'heure. Écoutez-le. Nos compatriotes ont boudé, dans leur très large majorité, l'opération que M. Alassane Ouattara a tentée ce jour. Son coup d'État constitutionnel et électoral a été un échec. Les Ivoiriens ont refusé de s'associer à cette mascarade d'élection. Alors, on vient d'entendre Pascal Afine-Guessant. Avec Henri Konan Bédié, ces 2 candidats de l'opposition appelés au boycott du scrutin. Cependant, ils ont maintenu leur candidature. Quel est le sens du maintien de ces candidatures ? Écoutez, là encore, j'ai du mal à me l'expliquer en termes de sciences politiques. Alors, ça peut vouloir dire qu'on veut, d'une certaine manière, rester sur la scène. On veut rester audible. Et surtout, on veut garder la maîtrise de son propre camp. On sait que, côté Afine-Guessant, le FPI reste quand même un parti fracturé, puisque lui est à la tête de ce qui est considéré comme le Front populaire ivoirien légal. Vous avez d'autres tendances, évidemment, dont celle qui se reconnaît dans le seul personnage de Laurent Gbagbo. Et puis, on sait aussi que de son côté, Henri Konan Bédié, il a dû, en quelque sorte, étouffer une rébellion de la jeune garde de son parti. Donc, c'est rester sur la scène, s'exprimer. Cela dit, Bédié ne s'est pas beaucoup exprimé. Il a plutôt envoyé les lieutenants. Et donc, je reviens à mon propos initial, je trouve cette tactique assez illisible. Justement, vous parliez de la jeune garde de l'opposition. On va écouter Kouadio Konan-Bertin, ancien du PDCI, aujourd'hui candidat indépendant pour cette présidentielle. On l'écoute. Il y a eu trop de morts dans ce pays, trop de sang versé sur le sol de Félix Houphouët-Boigny. J'ai choisi de freiner l'hémorragie, faire en sorte que la Côte d'Ivoire reste debout et vivante. Il y a un temps pour se battre,
Il y a un temps pour faire la paix. Le temps de la paix est devant nous. Vivons-le et puis vive la Côte d'Ivoire. Kouadio Konan-Bertin, candidat indépendant lors de cette élection en Côte d'Ivoire. Une trentaine de personnes sont mortes depuis le mois d'août lors des manifestations qui ont viré, dans certains cas, aux affrontements interethniques dans plusieurs villes du pays. Que révèlent ces troubles en ce qui concerne l'état d'esprit des Ivoiriens ? Écoutez, moi j'ai la conviction, à tort ou à raison, qu'il y a une forme de déni aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un peu balayé sous le tapis les fractures et les tourments qui sont hérités non seulement de la crise post-électorale 2010-2011, mais il faut rembobiner le film. Ça commence bien avant. Vous savez... Quand est-ce que ça commence, justement ? 1993, c'est-à-dire avant même le coup d'État de Robert Guéhi. Vous savez, il y a une formule en France, comme les leaders ivoiriens font souvent référence à Charles de Gaulle, qui dit « tout le monde a été et ou sera gaulliste ». Tout le monde au pays des éléphants a été et ou sera oufouettiste. À tel point d'ailleurs qu'on ne sait plus très bien quelle est la part d'héritage qu'on revendique. Mais en 93, n'oublions pas que vous avez deux prétendants au chevet d'Oufoué, qui sont précisément Henri Konan-Bédié, alors président de l'Assemblée nationale, et le Premier ministre, un certain Alassane Dramane Ouattara. Vous avez déjà donc une première ligne de fracture. Et ensuite, au fur et à mesure de l'histoire politique et électorale, toutes les combinaisons sont possibles. Le 2 contre 1, A et B contre C, A et C contre B, etc., etc. Donc, si vous voulez... On a aujourd'hui, dans l'arène politique ivoirienne, des revanchards. Ils ont tous une revanche à prendre sur le passé, sur une mise à l'écart, sur une éviction, sur une condamnation. Des revenants et des fantômes. Je fais évidemment là allusion au spectre de Laurent Gbagbo, au spectre redevenu bien vivant, et voilà quelques jours, qui flotte sur ce paysage. Et tout ça dans un pays dont... les 3/4 de la population ont moins de 35 ans, dont l'âge moyen est 19 ans. Alors on va me dire évidemment oui, mais le respect de l'ancien, le respect... Oui, enfin, il y a aussi une modernité politique dont les Ivoiriens ne sont pas totalement étrangers, auxquels ils ne sont pas étrangers. Donc, je veux dire, il y a vraiment quelque chose d'assez paradoxal dans ces combats. Et au fond, il y a aussi une dimension d'ego là-dedans. Il y a aussi une dimension d'ego. Vous avez des propos qui ont été tenus récemment par Alassane Ouattara dans plusieurs interviews où il menace de représailles ceux qui ont prôné la désobéissance civile. Et puis aussi où il dit si Konan-Bédié arrive au pouvoir, c'est la catastrophe. Je ne peux pas laisser faire ça. Après moi, le chaos. Oui. D'une certaine manière. Sans moi, le chaos, oui. Lors de son arrivée au pouvoir, il y a 10 ans, le président Alassane Ouattara avait mis l'accent sur la réconciliation. Estimez-vous aujourd'hui que cet objectif est atteint ? Non, à mon sens, c'est son grand échec. On peut discuter de son bilan économique, par exemple, plutôt flatteur sur le plan macroéconomique, problématique en termes de pauvreté, alors qu'il certes a reculé, mais il y a encore aujourd'hui plus de 40% des Ivoiriens qui végètent sous le seuil de pauvreté. Mais pour moi, la réconciliation, c'est vraiment la grande déficience de ce double mandat. Vous savez, tout expliqué par le prisme ethnique est absurde. Nier la persistance du fait ethnique est tout aussi inepte. Vous avez des allégeances qui sont identitaires, qui sont politico-ethniques. Regardez ce qui s'est passé. Dans une ville comme Daoukro, vous avez Baoulé contre Dioula. Dans la région de Douékoué, c'est les Guérés contre les Dioula et les étrangers. C'est-à-dire avec des affrontements violents et meurtriers. Dabou, quand même, 16 morts après révision à la hausse du bilan. Là, vous avez Adiokrou contre, là encore, Dioula. Donc, on peut me dire tout ce qu'on veut. Il y a une réalité dans l'instrumentalisation du fait ethnique qui prouve qu'on n'a pas encore réussi à transcender ce type d'allégeance. Et pour moi, ça... c'est pas l'échec que d'Alassane Ouattara, soyons clairs. Et puis, dans des pays pas si lointains, la Guinée, on l'a vu, on voit bien que cette sorte d'automaticité de l'allégeance reste problématique. Et, à mon avis, en décalage total avec les aspirations d'une bonne partie de la jeunesse qui souhaite franchir cet obstacle-là. Alors, il y a un grand absent dans cette présidentielle, s'il s'agit de l'ex-président, Laurent Gbagbo. Je prendrai les dispositions pour qu'il puisse rentrer, déclarait Alassane Ouattara la semaine dernière. Est-ce qu'un retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien serait susceptible d'apaiser les esprits ? Je ne le crois pas. D'ailleurs, si c'était le cas, il serait déjà rentré. On sait très bien que le prétexte invoqué est que dans l'attente d'un éventuel procès en appel après son acquittement par la Cour pénale internationale de La Haye, etc., il est assigné à résidence à Bruxelles, là où il a donné d'ailleurs son entretien voilà quelques jours. Mais très franchement, si, comme il le dit, Alassane Ouattara souhaitait son retour, il serait déjà au pays. Et d'ailleurs, il nous explique maintenant que ce sera après les élections.
Mais on sent bien d'ailleurs dans ses propos que Laurent Gbagbo ne renonce absolument pas à l'action politique. Mais à mon avis, si on décrypte ses propos, j'ai plus l'impression qu'il se pose comme quelqu'un qui prend date, qui veut rester la figure tutélaire de l'opposition, d'une opposition hypothétiquement rassemblée, mais je ne le vois pas, en tout cas, quitte à me tromper, redescendre, lui, dans l'arène électorale active. N'oublions pas qu'en plus, il y a la question des 20 ans de détention dont il a écopé à propos de ce qu'on a appelé le casse de la BCEAO lors de la crise 2010-2011. Donc je l'imagine mal aller défier l'éventuel poulain d'Alassane Ouattara dans 5 ans. En revanche, de l'autre côté, à mon avis, la guerre de succession, elle commence ce soir. Alors, Ouattara, Gbagbo, Bédié, les mêmes acteurs occupent le devant de la scène politique ivoirienne depuis 1993. La plupart des mots MAUX de la Côte d'Ivoire ne se situent-ils pas dans l'absence de renouvellement de la classe politique? Alors, on ne fait pas tomber dans un jeunisme un peu démagogique en disant que la pierre philosophale, elle se trouve dans le passage à la nouvelle génération. Nouvelle génération, ce n'est pas le thème qui avait été mis en avant par Alassane Ouattara lui-même. Il s'agissait de passer le témoin à la génération future. Mais il y avait quelque chose d'assez puéril à ça. Mais si lui y va, moi j'y vais aussi. C'est-à-dire qu'on veut bien passer le témoin à la nouvelle génération, mais à condition que tout le monde se retire. Et qu'est-ce que dit aujourd'hui Alassane Ouattara? Il dit on va revoir la Constitution, une fois de plus, et cette fois-ci, on va balayer tous ces gens-là. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. Donc en gros, bon... faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, du moins pas tout de suite. Vincent Hugeux, à vos yeux, comment faut-il analyser le bilan du président sortant Alassane Ouattara? Ce n'est pas une pirouette de ma part, mais c'est un bilan contrasté. Si vous voulez, encore une fois, si vous en tenez au taux de croissance, il a été soutenu 7 à 8% en moyenne, alors à l'exception évidemment de l'exercice en cours, pour les raisons qu'on comprendra aisément. Mais vous savez, il en va de la croissance comme de l'intelligence humaine. La question n'est pas de savoir si on en est doté, mais savoir l'usage qu'on en fait. Or, précisément, si sur les chantiers de BTP, les infrastructures, etc., il y a eu indéniablement des progrès, en ce qui concerne le sort des plus humbles, là, il y a une réelle déception. Il y a quand même une donnée qui est assez peu connue. C'est qu'on a assisté depuis quelques mois maintenant à une hausse assez significative des émigrations clandestines venant de Côte d'Ivoire. Ce n'était pas le cas avant? Il y en a toujours eu, mais de manière résiduelle. N'oublions pas quand même que la Côte d'Ivoire avait plus ou moins reconquis son statut tant prisé de locomotive économique, au moins ouest-africaine. Puis il y a un autre aspect sur lequel je pense que le bilan est décevant, c'est la corruption, qui reste endémique dans ce pays. En cas de victoire, je dis bien en cas de victoire du président sortant, que restera-t-il de l'image démocratique sur la scène africaine et à l'international pour Alassane Ouattara? C'est compliqué parce qu'il aurait parfaitement pu quitter la scène drapé dans la toge du vieux sage, du doyen, qui montre l'exemple, à la différence d'un Alpha Condé, par exemple. Or là, il prend un risque politique énorme. Parce qu'il nous explique aujourd'hui que, par exemple, on pourrait envisager, il le dit dans un des entretiens récents, un Ahmed Bakayoko, actuel Premier ministre, depuis le décès de Amadou Gon Coulibaly, au plus tard en 2025. Ça veut dire quoi au plus tard? Ça veut dire qu'il n'irait pas au bout de son mandat et qu'il transmettrait le témoin, mais comment gérera-t-il tous les défis que l'on vient de brosser à grands traits ici s'il apparaît comme un président pré-retraité qui s'engage à ne pas briguer un mandat en 2025, voire à s'effacer au préalable? Donc je pense que d'une certaine manière, ça peut sembler paradoxal, parmi les 3 quinquennats qu'il aura accomplis, le plus délicat, le plus périlleux, c'est celui qui commencera sans doute dans quelques jours. Merci Vincent Hugeux d'avoir analysé et répondu à nos questions ce soir au sujet de la présidentielle en Côte d'Ivoire.